les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. J'ai 50 ans et je commence à apprendre à jouer du piano. Et la mandoline, instrument tremblant mais charmant, et la clarinette, et la guitare, et la harpe. Disait, écrit sur la musique, le 24 octobre 1973, Claude Maupomé recevait Raymond DeVos sur France Culture. Voici le premier volet d'une série de 3, la musique dans sa vie personnelle. Pourquoi vous voulez toujours avoir raison? Vous voulez toujours avoir raison, c'est ça? Toujours avoir raison. C'est difficile de savoir qui a raison ou qui a tort. Moi, longtemps, j'ai donné raison à tout le monde jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi qui n'avais pas tort, j'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et sans raison encore. Bon, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Que je donne pas, sans se reconnaître mes torts. Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison aussi, hein. Mais encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'en général, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant les gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond DeVos, vous jouez souvent sur les mots, mais parfois aussi, et même assez fréquemment, vous jouez sur les notes. Et vous jouez même sur quelques instruments de musique, accessoirement. Alors, les notes, ça ne peut se jouer que sur des instruments de musique. Ça peut se chanter. Ça peut, vous avez raison. Mais c'est un instrument, la voix. Ah oui, c'est le plus beau. Alors, il est donc normal d'en déduire que, pour vous, la musique a son importance. Elle a son importance déjà parce que je l'aime, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui est capital. C'est parce que j'aime la musique que j'en fais. Et il se trouve que c'est peut-être pour ça que j'en ai mis dans mon tour. Je ne sais pas si c'est parce que j'aime la musique que j'en ai mis dans mon tour ou c'est parce que je fais un tour de music hall que j'ai eu besoin de faire de la musique. Mais comme tout ça me plaît, finalement, ça se marie très bien. De plus, il faut tout de même dire que, en contrepoint du comique, le comique est fait de rupture. Tout le monde le sait. C'est fait de cassure. Hein. Et la musique, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'harmonie. Oui. C'est donc... ça se marie parfaitement bien. On peut pas toujours casser les choses. De temps en temps, il faut mettre en fond quelque chose qui, au contraire, qui soit des couleurs. Enfin, et c'est pour ça que je me suis toujours servi et que je me servirai encore d'instruments de musique comme prétexte même. Alors, dans ces émissions, je voudrais vous demander quel rôle joue la musique dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle, justement. Alors, on va commencer par la vie personnelle. Je voudrais savoir quand et comment la musique est apparue dans votre vie. J'ai lu dans votre biographie que vos parents étaient musiciens, amateurs. Oui. Hein? Oui. Alors, ça remonte donc à l'enfance. Ah oui, j'étais, on va dire, bercé par ça. Vous savez, mon père était organiste. Alors évidemment, il jouait du piano. Et chez moi, le dimanche, évidemment, c'était assez bourgeois, pardonnez-moi. Mais le dimanche, ma mère qui jouait du violon et de la mandoline, et aussi un peu de piano, elle avait appris ça quand elle était jeune fille. Alors elle se mettait au violon, et elle jouait du violon, et mon père l'accompagnait au piano. Et les enfants, on était 7 enfants. Alors, on était autour, on écoutait ça. Alors, moi je trouvais ça étonnant. Je trouvais ça étonnant sur tous les plans. Étonnant parce que, à l'époque, entendre de la musique, ça voulait dire quelque chose, figurez-vous. Maintenant, on entend à tout bout de champ. Oui, là, en entendre faire. En entendre faire aussi. Oui. Il y a cette espèce de magie, de beauté de voir quelqu'un
des mains sur un clavier, c'est un spectacle ravissant, dans le sens large du mot. Quelqu'un qui, avec un archet, qui frotte comme ça sur des boyaux de chat, et qui tire des sons, c'est aussi, pour celui qui veut bien le voir, un enchantement, en soi, comme ça. Il y a là un phénomène assez extraordinaire. Je crois que, j'en avais peut-être pas conscience à ce moment-là, mais ça a dû toujours me marquer. J'ai toujours été sensibilisé par la vue, la beauté d'un instrument. Même avant d'y toucher. Oui. Alors, moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Et puis, il y a quand même la réception des sons. On va tout de même recevoir une mélodie et entendre, subir, si vous voulez, un mouvement harmonique. C'est ça. Puis le travail, la mise au point aussi, c'est intéressant. Oui, je ne sais pas si... Si, je trouve que c'est intéressant de voir, finalement, éclore quelque chose. Oui, mais je veux dire, la musique, les amateurs font à de la l'époque, musique. quand j'étais tout gosse, je ne pensais pas du tout à la difficulté des choses. Je ne pensais même pas qu'on pouvait apprendre. Oui, évidemment. Normalement, on devait savoir. Je pense que lorsque j'entendais mon père, c'était parce qu'il se mettait au piano et qu'il jouait, qu'il savait jouer, qu'il avait toujours su jouer. Et ma mère jouait du violon. Je ne savais pas qu'il fallait 10 ans à ce moment-là pour jouer, comme dit Musset. Il faut 10 ans pour faire un violoniste passable. À ce moment-là, je ne savais pas. Je croyais, comme c'est spontané. Dans les rêves, quand on se met devant un instrument ou quand on prend un instrument de musique, on sait en jouer. C'est le rôle des clowns. Les clowns jouent d'un instrument sans jamais avoir appris. Il est censé jouer d'un instrument parce que ça représente aussi un certain rêve rêve des gens. Qui n'a pas rêvé de jouer du piano, de s'installer devant un piano et de jouer un piano? C'est pour ça que je l'apprends en ce moment, moi, madame. Ah, vous apprenez le piano? J'apprends, j'ai 50 ans et je commence à apprendre à jouer du piano parce que ça fait partie d'un de mes rêves et je voudrais pas mourir sans être rentré réellement dans ce rêve. Bon, il faut être fou. Moi, je suis fou, vous savez bien. Sans ça, vous m'auriez pas convoqué. Bon. Mais ceci étant dit, il est vrai que quand j'étais gosse, j'ai dû être marqué, j'allais dire à vie, par ces impressions. Entendre des gens provoquer, faire de la musique, j'allais dire la créer, c'était un enchantement qui faisait partie de tous les autres enchantements de la vie. Moi, quand j'étais enfant, je n'ai connu que des enchantements jusqu'à un certain âge. Ça fait partie de mes enchantements. Mais je reviens quand même à cette idée vous savez, entendre de la musique à longueur de journée, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon à tous les points de vue. C'est pas bon parce que finalement, c'est indigeste. Ce n'est pas bon parce qu'on l'entend distraitement, on ne l'entend même plus finalement. Alors vous allez me dire, ça ne sert plus à rien. Mais c'est que lorsque tout d'un coup, on présente on ne se dérange plus pour entendre de la musique, ou peu, ou bien avec certains spécialistes. Ça, c'est très dommage. Oui. On n'a plus l'esprit disponible. Et on est plus sensible à la musique. Point trop, on en faut. Hein. C'est là qu'il ne faut pas faire un faut pas faire un faux pas. Et pour ne pas faire un faux pas, faut pas faire un faux, faut pas faire un pas. Bon, faut pas insister. Oui. Alors, quand vous étiez petit, cet exemple de vos parents vous a donné envie de jouer d'un instrument? Ah, tout de suite, moi j'ai tout de suite voulu... Alors, qu'est-ce que vous jouiez? Vous savez, alors... je vais tout même pas vous raconter ma vie, mais il s'est passé un drame assez terrible. Moi, j'avais... Enfin, à l'âge de 9 ans, mon père a eu des revers de fortune très importants, qui a vraiment changé, bouleversé notre vie. Alors, entre parenthèses, je vous signale que le dimanche matin, j'allais écouter mon père tenir les grandes orgues à l'église, ce qui aussi a une importance. Ça, c'est très impressionnant. Très impressionnant, même au point de vue mystique. Bon, ceci étant dit, à l'âge de 9 ans, il y a eu une cassure, et puis, alors on est venu à Paris, j'étais habité le Nord, on est venu à Paris. Alors tout ça a été, j'ai commencé à travailler, à gagner ma vie très très jeune, j'avais 13 ans et demi. Alors tous ces rêves-là, tout d'un coup, ont été brisés. C'est pour ça que j'ai eu dans ma vie quand même quelque chose d'assez... Lorsque j'y songe, quand même, bon. Mais dès que j'ai pu, j'ai acheté un instrument de musique. Et le premier instrument que j'ai acheté, ça a été une mandoline. Parce que c'était pas cher. Et parce que la mandoline, il y a une méthode, mais c'est tout. C'est même pas classé comme c'est vraiment l'instrument du pauvre. C'est aigrelet et touchant.
Et j'ai commencé à prendre des cours le dimanche matin. Je me souviens, je travaillais au Hall à ce moment-là, et le dimanche matin, je prenais des cours de mandoline. Et au-dessus, il y avait une école d'allemand. J'avais tellement la nostalgie des études. C'est pour ça que les gens qui ne veulent pas aller à l'école, moi, enfin bon. Il y avait un cours. Alors, comme c'était l'heure suivante, je montais, je prenais des cours d'allemand. Pendant que j'y étais. Bon, enfin, revenons à nos moutons. J'ai commencé à travailler la mandoline et à jouer. Je faisais partie d'un groupe de mandolinistes. Vous savez que c'est très touchant, enfin, parce que c'est toujours des dames. Les professeurs de mandoline, c'est toujours une dame. Moi, je n'ai pas connu de professeur de mandoline homme. Et pourtant, on allait entre groupes de mandolinistes, on faisait des échanges. On allait jouer à tel endroit. Avec des dames? Que des dames. Et vous? Et que des jeunes filles. Il n'y avait pas beaucoup de... C'est pas un instrument d'homme. Mais moi, bon... Mais je dois dire que c'était assez bien, parce que j'étais peut-être... Enfin, il y avait peut-être quand même un ou deux garçons avec moi, enfin, peut-être... Mais il y avait que des filles. Et alors, vous savez, à cet âge-là, tout de même... Ça compte. Ça compte. Et le répertoire? Et ça ajoute à l'enchantement. Et le répertoire de la mandoline? De savez, la mandoline toujours... que vous jouiez, vous? Enfin, je vous parle pas de Vivaldi ou de... Oui, ben vous savez, c'est toujours des airs italiens, c'est c'est funiculi funicula, c'est des choses comme ça. Mais il y a de très très jolies choses pour la mandoline. Et de plus, la mandoline en groupe est c'est très séduisant à écouter. Moi, j'aime beaucoup ça. Je ne vous parle pas des Russes qui, tout de même, c'est pas tout à fait la mandoline. C'est pas pareil. Mais moi, j'aime beaucoup. Ça, Et la mandoline est un instrument pauvre, mais qui a une espèce de charme, comme ça, une espèce de tremblement. C'est tout de même... Ça pourrait être une espèce de sensiblerie. Mais tout de même, il y a des glissando, c'est une espèce de chant, comme ça. J'aime assez cet esprit-là. Et après la mandoline, alors? Alors après la mandoline, il faut dire qu'on était souvent accompagnés par des guitares. Et moi aussi, j'étais un petit peu... Vous savez, j'ai toujours été comme ça, parce que j'ai tellement changé d'instrument. Le premier enchantement passé, quand tout d'un coup je suis enchanté par autre chose, j'ai tendance à trahir. Vous aviez fait le tour de la mandoline? J'avais fait le tour de la mandoline. Enfin, je croyais avoir fait le tour de la mandoline, parce qu'on n'a jamais fait le tour de ce genre. Parce que la mandoline, pour en dire un dernier mot, c'est un instrument extrêmement ingrat. C'est aussi difficile, enfin presque aussi difficile que le violon, et tout de même, ça n'a pas la même suavité. Bon. Ni le même répertoire. Ni le même répertoire. Et il y avait des guitares qui nous accompagnaient. Et l'accompagnement des guitares, je trouvais ça étonnant. Le mouvement des basses. Alors, très vite, je me suis dit, il faut que j'apprenne à jouer de la guitare. Seulement, fallait s'acheter une guitare. Et j'avais pas les moyens de m'acheter une guitare. Et l'instrument que j'ai appris, paradoxalement, est un instrument qu'on m'a offert. C'est une clarinette, parce que j'avais un oncle. Je n'ose pas vous en parler, parce que si on commence ce sujet-là, moi j'avais une famille de musiciens. Et j'avais un oncle qui était, tenez-vous bien, il était missionnaire. Il avait été en Chine et tout ça, il avait été lapidé par les Chinois. Et cet oncle, alors oui... Je sais pas pour la conversation des vies. Et il était passionné de musique et il jouait de la musique à longueur de journée. Il était à Saint-Sulpice. Il était curé à Saint-Sulpice. Prêtre, enfin. Et il était dans les combles. Et il jouait du violoncelle, de la guitare. Il avait un tas d'instruments. Il était aussi fou que moi. Mais lui, il était prêtre. Oui. Ça pardonne pas, tout de même. Hein. Et alors, le dimanche matin, entre autres, il jouait du violoncelle dans les combles. Et il jouait « Bonsoir, madame la lune, bonsoir, bonsoir ». Et pendant l'office, ça s'entendait. Dans l'église, à Saint-Sulpice de Paris, je vous parle de Saint-Sulpice. Alors le prêtre, qui disait à l'enfant de chœur, allait dire à l'abbé Martin, c'était le nom de mon oncle, allait dire à l'abbé Martin qu'il arrête de jouer du violoncelle. Et le petit enfant de chœur courait les grandes marches à l'escalier, un grand escalier tournant, et il frappait la porte de mon oncle, il disait « Monsieur Martin, on vous entend dans l'église ». Il dit, oh, pardon, je n'ai pas pensé que... Et puis l'office, finalement, continue. Et puis tout d'un coup, il prenait sa flûte, il jouait de la flûte.
Le petit enfant de cœur remontait en disant Monsieur l'abbé, on vous entend jouer de la flûte. Enfin, vous voyez, et c'est cet oncle qui m'a offert une clarinette un jour en me disant tiens, je sais que tu aimes la musique. Alors j'ai pris une clarinette et j'ai commencé à souffler dedans, quoi. Mais comme ça. Et petit à petit. Non, pas à l'époque, parce que tout de même, il fallait bien que je gagne ma vie, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis je suis très vite, j'ai commencé à jouer la comédie tout de même, parallèlement. Je jouais en amateur, mais je jouais la comédie. Et finalement, j'ai commencé sérieusement à apprendre la musique après la guerre. C'est-à-dire, quand je suis rentré d'Allemagne, j'avais 22 ans et demi, 23 ans, et j'ai acheté une guitare, et j'ai commencé à apprendre la guitare, tout en exerçant le métier de comédien. Je veux dire, ça faisait partie de mes amours. Et là, j'ai commencé sérieusement à prendre des cours et à travailler avec des guitaristes. Et à jouer des études. Oui, bien sûr. Dans l'étude de ça. Enfin. Et puis ensuite, tous les autres instruments que j'ai appris, ça a été pour des besoins de la cause et par plaisir. Enfin, la harpe. Vous savez que la harpe, j'avais commencé à apprendre la harpe, j'avais 40 ans. Parce que j'ai tout commencé très tard. Et à 40 ans, je suis allé voir un professeur de harpe, Mme Blancarte. Et je lui ai dit, madame, je voudrais apprendre à jouer de la harpe. Elle m'a dit, mais oui, monsieur, vous savez, quand même, j'ai 40 ans. Oui, ça fait rien, j'ai des élèves beaucoup plus âgés. Ah, j'ai dit, bon, ça vous me rassurez. Oui, surtout des dames qui apprennent la harpe. Ah, j'ai dit, vous savez, ça me fait plus... C'est assez curieux, ce penchant pour les instruments de dames. Oui. Je ne me suis pas tellement posé la question, mais vous allez me donner des complexes. Ceci dit, la clarinette, tout de même, c'est plutôt un instrument d'homme. Oui, ça, oui. Tout de même, il y a peu de clarinettistes. Oui, il y en a quand même. Et cette dame m'a dit, oui, j'ai des élèves beaucoup plus âgés, surtout des dames. J'ai dit, mais est-ce qu'elles sont arrivées à faire... Elle m'a dit jamais. Ça, jamais. Mais enfin, elles apprennent. On ne s'imagine pas la difficulté d'apprendre un instrument. Passer l'âge de 12, 13 ans ou 14 ans, c'est un petit peu tard tout de même. Mais rien n'est impossible, la preuve. Alors maintenant, vous en êtes au piano. J'en suis au piano. Alors comment ça marche ? J'ose pas trop en parler, vous savez, parce que effectivement, on va finir par dire que je suis un peu dérangé. On va dire, qu'est-ce qui... Pas du tout, on va dire c'est l'homme orchestre. Oui, je ne sais pas si c'est un compliment. Parce que tout de même, là, on sait très bien que on n'a pas assez de toute une vie pour bien jouer d'un instrument. On le sait. Alors, moi, je bricole, quoi. Je bricole, d'ailleurs, on le sait aussi. Mais je suis un homme du music hall, je suis un homme de cirque, peut-être, enfin, par extension. Et il n'y a aucune raison que je ne me serve pas de ces éléments-là. Enfin, un instrument de musique, ça fait partie des rêves. Si on m'avait aidé, moi, j'aurais continué mes études. J'aurais une tête comme ça. Oh, j'aurais pas fait étalage de ma science, je serais resté simple. J'aurais mis une casquette, j'aurais travaillé en usine. Alors la femme du directeur serait venue me voir, tout ça. Vous n'êtes pas comme les autres, vous. Mais si, madame, mais si. Ah, elle m'aurait dit non, vous avez une certaine distinction. J'ai mes 2 bacs. Ah, elle m'aurait dit c'est non, ça. Elle m'aurait dit, il faut que je vous dise une chose. Ma fille est amoureuse de vous. Elle en est tombée malade. Puis-je la voir, madame? Elle est dans sa chambre? Vous permettez? Margaret! C'est moi, Peter! Elle est sauvée.
de Troyes. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La musique répond à des lois très précises. Toute la musique a été faite sur un phénomène physique. La musique chez Raymond DeVos intervenait beaucoup, telle une phrase obsédante. Musique caressante, une herse qui évoque une harpe, disait écrit sur la musique Raymond DeVos, deuxième émission d'une série de 3 proposée par Claude Maupemet, Les sources d'inspiration, première diffusion sur France Culture le 31 octobre 1973. Dans vos sketchs, très souvent, j'ai remarqué que la musique intervient quand le rêve intervient, ou quand le souvenir intervient, Oui. ou quand quelque chose de sentimental intervient. Oui, c'est quand même une espèce de contrepoint poétique, Voilà. tout de même, qui sert merveilleusement le comique. Ou alors, je me suis aussi servi d'instruments pour faire des choses burlesques. Pour faire tout un truc autour d'un instrument et en tirer une note. Finalement, pour en tirer une note. On peut aussi tirer des effets comiques d'un instrument, Oui. c'est très bien. Alors, justement, la musique dans votre vie professionnelle, elle est source d'inspiration, support d'inspiration Vous savez, encore une fois, la source d'inspiration, on ne sait pas où est le départ de la source, c'est dans l'inspiration. Qu'est-ce que c'est? Non, je prends un exemple, par exemple, qui est le sketch J'ai des doutes. Alors j'ai des doutes, c'est très simple. J'ai des doutes, c'est la musique qui m'a inspiré le sketch. Parce que c'est en faisant, en jouant l'étude chez moi, le soir, je me souviens très bien, c'est très précis, parce que c'est tout de même l'idée, c'est tout de même la petite étincelle. J'étais en train de jouer de la guitare, j'étais assis sur un sofa, et je cherchais mes pantoufles. J'étais en chaussettes. Pardonnez-moi, c'est assez sordide tout ça. J'étais en chaussettes, et je me disais, où sont mes pantoufles, et où ma femme où a-t-elle mis mes pantoufles? Et tout en disant ça, je jouais l'étude. Et tout de même, ça m'a semblé, pour le moins, un manque de conscience professionnelle. Je me suis dit, je ne suis pas tout à fait à ce que je fais. Et ça, j'avais remarqué aussi, ô combien de fois, puisque dans ce métier, ça met le métier de music hall, tout de même, il y a toujours des orchestres. J'avais remarqué que le violoniste, le dimanche après-midi en matinée, il parlait du tiercé tout en jouant son morceau. T'as fait le tiercé, qu'est-ce que t'as joué, toi? Et l'autre violoniste, tout en jouant le morceau. Alors tout de même, quand on pense à la concentration que ça demande, tout de même, et qu'il y a des professionnels qui pensent à autre chose, quoi. En fait, j'ai des doutes, c'est ça. Ils jouent quelque chose et ils pensent à autre chose. Et oui, ils pensent à autre chose qui est un petit drame, et en même temps, ils ne se rendent pas compte que sa femme le trompe. Enfin, après, il y a l'idée du sketch et la substance du sketch. Mais le point de départ, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui pense à autre chose. À une espèce d'obsession, des choses qu'il a remarquées qui ne sont pas des choses normales. Mais la musique favorise la méditation. Ça berce aussi. J'allais dire, ça endort. Ça peut endormir aussi. Faut faire attention. En tout cas, vous avez fait plus pour Fernando Sor que tous les virtuoses de la guitare. J'en suis très très content. Pour sa notoriété. Sor était espagnol de 1778 jusqu'à sa mort. Et après de très belles études, il en a écrites plusieurs, très belles aussi, dont la 5e que je vais avoir le plaisir de vous interpréter. Horreur qu'on se serve de mes affaires. La 5e de Sor. Mon pyjama, c'est pareil. Depuis qu'il a acheté le même, je retrouve plus le mien. Il s'en sert, il n'y a pas de doute. Ma femme voulait pas le croire. J'ai dit, tu vas voir, un de ces jours, il va aussi se servir de tes affaires. Et le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, quoi, il n'y a pas de doute.
soir, j'arrive sur le palier. J'entends profitons-en pendant qu'il est pas là. Tout ça. Débarrasse-toi de ton bonhomme de mari. C'est un empêcheur de tourner en rond. Oh mon vieux, chante. J'ai à mon copain qui lui a dit hé, baisse un peu la radio, on l'entend en bas. Il s'en sert, quoi, y a pas de doute. Ah, bon, 3 jours après, je rentre, je le trouve dans mon lit en train de fumer une de mes cigarettes. Je dis à ma femme qui était à côté, j'ai dit, tu peux pas l'empêcher de fumer, non? Il a brûlé mes draps. Oh, il s'en sert, quoi, y a pas de doute. Alors, mon pyjama, mes pantoufles, ma radio, mes cigarettes. Pourquoi pas ma femme pendant qu'il y est. Vous savez ce qu'il y a de séduisant aussi dans la musique? C'est pour ça que maintenant j'entends une musique atonale, je sais pas quoi, je comprends pas. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas bon, je ne la ressens pas. Parce que la musique, elle répond à des lois très précises. Les harmoniques, la quinte, la tierce, ça sonne. Toute la musique a été faite sur un phénomène physique. C'est comme la peinture est faite, c'est la décomposition de la lumière. Il y a des rouges, des bleus, il y a des mélanges de couleurs, il y a les fondamentales, tout. C'est fait sur des choses précises, des phénomènes naturels. Et je trouve que c'est tout de même prodigieux quand on songe à toute la science, à toute la technique de la musique, à toute la science de la musique, et qu'elle est basée sur un phénomène physique existant et normal, je veux dire. C'est tout de même ça qui est fascinant. C'est ça que la magie, elle est là. C'est pas tellement nous, on n'a rien inventé, on a codifié. On a réussi à savoir comment c'était fait et on a réussi à agencer, à mélanger. Mais c'est tout. D'ailleurs, l'homme ne fait rien d'autre. On parodie magistralement ou affreusement la nature. Le jour où on arrivera évidemment à créer un être vivant, alors là évidemment, on pourra. Là, ce sera dommage pour le bon Dieu, parce que le bon Dieu, il aura changé ce sera l'homme. Le bon Dieu sera l'homme sera Dieu. Oui. Enfin, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est pas fait. Ça reste à faire. Les interventions de la musique dans vos sketchs sont extrêmement variées. Là, vous avez donné l'exemple d'un sketch dont le point de départ a été inspiré par une situation dans laquelle vous trouviez en train de jouer de la musique. Oui. Mais, par exemple, je pense à La Rota, c'est ça. Alors, La Rota, c'est ça. Ça m'a été inspiré par le professeur que j'avais à l'époque, qui était un gitan. Il jouait évidemment beaucoup de choses espagnoles, d'ailleurs. Oui. Il était très fort. Et je voulais apprendre la rota parce que j'aimais bien ce parce qu'au fond j'avais tout de même toujours une arrière-pensée de m'en servir, vous savez. Et je lui disais, il faudrait que vous m'appreniez la rota. Et ce jour-là, il m'a dit, la rota, c'est ça. Et il m'a montré sur la guitare ce que c'était, le thème initial. Ah, j'ai dit, bon, c'est bien. Je l'ai fait d'ailleurs. C'est pas compliqué, ça tourne sur un accord majeur. Et je dis, et ensuite? Alors il me dit, ensuite, il y a évidemment des variations. J'ai dit, c'est ça que je voudrais. Alors il a commencé à me montrer une petite variation, mais assez difficile à exécuter. Et il me dit, alors et il a dû sentir que jamais j'arriverais à faire ça, que je n'avais pas le niveau. Et il m'a dit, mais la rota, au fond, c'est ça. C'est ça.
Ça, j'ai dit bon, je dis bien, mais il y a ce qu'il n'y a pas encore, parce que ça quand même, ça doit être fastidieux, vous ne pouvez pas jouer ça. Ah, il y a aussi, alors là, toute cette partie qui est, un truc comme ça, et seulement, enfin, c'est faux, c'est pas facile. Mais la rota, au fond, c'est ça, ding, ding, ding. Alors évidemment, je suis sorti de là et je me suis dit, la rota, c'est ça, quoi. Ça commence toujours par une phrase obsédante, un sketch. C'est si on m'avait aidé. Le jour où j'ai entendu si on m'avait aidé, ça m'a trotté dans la tête. Parce que c'est une phrase que j'ai dû prononcer un jour. Ah oui, là, musique caressante aussi dans un sketch. Ah oui, alors musique caressante, il me semble qu'il y a 2 versions même de musique caressante. En fond, en musique caressante, il n'y a qu'une version. Seulement, il faut vous dire que le jour où on a enregistré, si vous parlez du disque, de ce qui est sur le disque, c'est rien du tout. Il y a 2 disques. Ah bon, alors il y en a un qui doit être bien. Il y en a un qui doit être... Il y a 2 disques, il y en a un où musique caressante finit par une contravention. Oui, parce que... Et l'autre où elle finit par un mariage. C'est-à-dire qu'il y a un mariage qui est presque une contravention. C'est-à-dire que de deux manières, ça finit mal. Vous vous rappelez pas ça ? Les filles, ça me fait ça. Les souvenirs que ça évoque pour moi. C'est toute ma vie. Un jour, ça jouait ça. Et j'étais chez moi. Et ça jouait ça. Elle était à côté de moi, comme ça, c'était une femme ravissante. Je lui ai pris la main, puis je la caressais comme ça au-dessus. Je lui avais dit, est-ce que vous m'aimez? Et elle m'avait dit non. Parce que cette musique, ça m'avait... C'est une hystérie collective à moi tout seul. Et un jour, j'étais chez moi. Et j'ai mis le disque sur le pick-up, vous savez, puis ça tournait. Et ça tournait aussi dans ma tête. Et elle était à côté de moi, comme ça. C'était pas la même, c'était une autre. Elle n'était pas aussi belle que la première. Oh, elle était là, hein. Pour ces 2 versions de musique caressante, ça implique une certaine improvisation, alors. Oui, mais souvent je commence par improviser. Lorsque j'ai l'idée d'un thème, souvent, lorsque je passe quelque part, ou que je travaille régulièrement dans un cabaret ou un music-hall, il y a toujours dans mon tour un moment où je peux improviser. Il est très précis, il est prévu. C'est à un certain moment où je dis, on parlait de tout et de rien, on parlait de choses et d'autres, et là je dis tout ce que je veux. Quelqu'un m'a dit ceci, ou j'ai lu quelque chose sur un mur, j'ai lu des inscriptions. Je dis tout ce qui me passe, des impressions que j'ai reçues. C'est souvent comme ça que je prends, que un sketch commence. Se dessine, oui. Là récemment, j'ai vu sur un mur, j'ai vu Jésus revient. J'avais fait un sketch parce que je trouve ça fabuleux. Jésus revient, c'est quelque chose. Jésus, c'est quelqu'un, c'est quand même le ciel. Et les gens passent à côté de ça, tiens, Jésus revient. Jésus revient de suite. Oui, c'est pas oui, c'est comme la conscience. Oui, enfin, ne soyons pas, faisons attention à ce qu'on dit, mais voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est... Alors, quand j'ai des impressions comme ça, j'ai eu des impressions dans la journée, le soir, Mais en musique, ça m'arrive très souvent, je prépare une étude, et je ne sais pas trop comment. Je sais que je vais m'en servir pour quelque chose. Et dans Poète et paysan. Alors, Poète et paysan, ça là, il y a un petit peu de musique concrète, même au début, on entend le tracteur. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais Poète et paysan, je l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est une vision.
Entre chez moi et Paris, c'est la campagne. C'est devant Saclay, là, c'est toute la... Et un jour, en passant en voiture, j'ai vu un tracteur qui tirait une herse. Et le tracteur faisait... Tout ça faisait du bruit. Et je sais que, vous savez, quand on est sur un tracteur, on est secoué. Hein, c'est laborieux, c'est pas de tourpeau. Et puis je pestais en plus le paysan qui travaillait son champ. C'est un moteur, ça, il y avait des ratés, Et tout d'un coup, ça s'est transposé dans une espèce de vision, une image. Ça, ce sont des chances. On peut appeler ça de la chance. J'ai vu derrière ce tracteur une harpe. Derrière, si vous voulez, vous la mettez debout. Ça, évidemment, ça peut évoquer une harpe. Alors, dès cet instant, vous savez, j'aurais presque chanté de joie, parce que j'ai trouvé une image tellement formidable, ce paysan qui peste, et puis quand sa colère est troublée, il se retourne et il joue de la harpe pour se détendre. Ça m'a semblé poète et paysan, quoi. C'est fort, c'est une image. Et puis à partir de cette image, déjà quand j'ai dit ça à ma femme, elle m'a dit non, tu ne vas pas commencer à apprendre la harpe. Je dis écoute, je suis désolé. Eh bien, pour réaliser ce sketch, j'ai mis 2 ans. Il faut vouloir le faire. Mais on est obsédé par l'image. Un tracteur, il a fallu quand même acheter un petit tracteur. Vous savez, quand on va acheter un tracteur, j'ai pas osé dire celui-là qui j'ai acheté. C'est pour mettre sur scène. C'est pour mettre sur scène. Faut tout de même, j'ai quand même le sens du ridicule. Et puis, apprendre la harpe, acheter une harpe, monter tout ça et faire le numéro. Ça calme, c'est un apaisement. Je sais que c'est une de mes petites inventions, ça. Mais en somme, il n'y a pas de frontière tellement pour vous entre la réalité et l'irréalité, parce que vous entendez des voix, vous avez des visions. Mais justement, c'est que la frontière... Vous avez des visions. Mais oui, c'est parce que... Vous dites qu'il n'y a pas de vous frontière. Vous êtes très aidé par ça. Par le fait que vous êtes de plein pied. Ah, ça c'est autre chose. Mais dire qu'il n'y a pas de frontière, c'est justement qu'il y en a une irrémédiable. J'ai peur qu'elle soit irrémédiable. Il y a une réalité terrible, terrifiante et merveilleuse. Oui. Moi, j'ai jamais vu personne apparaître. J'ai pas eu d'apparition dans ma vie. Il y en a qui ont eu cette chance merveilleuse. Moi, personne ne m'est apparu. Personne, quelquefois, je me mets en condition, je me place, je vais dans des endroits où il y a un petit rocher, on ne sait jamais, je sais pas. Petite grotte. Peut-être une petite grotte, un endroit favorable, propice. Jamais un revenant est venu me visiter. Jamais. Je suis pourtant resté seul, quelquefois la nuit, pour voir si quelqu'un... bonjour, monsieur DeVos. J'ai même imaginé que quelqu'un un revenant vienne me dire... D'ailleurs, c'est redoutable, le revenant, il faut faire très attention, parce que les revenants, moi, je n'en ai jamais vu. Mais supposer qu'un revenant m'apparaisse, déjà, c'est très délicat. Il faut jamais invoquer les morts, vous savez très bien, parce que si vous invoquez les morts, déjà, vous leur annoncez une mauvaise nouvelle. Parce qu'un mort, il ne sait pas qu'il est mort. Alors, si vous commencez à invoquer un mort, il va dire, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, je suis dans... je te parle d'en bas, quoi. Je suis plus là. Ben non, t'es mort. Ah ben dis donc, première nouvelle alors. Ils savent pas, les morts, ils savent pas, ils sont morts. Alors les revenants, j'ai même écrit une petite chose sur les revenants comme ça. Un revenant venait me voir comme ça. Alors malheureusement, il venait toujours me voir quand j'étais seul. Alors c'est embêtant parce que j'avais pas de témoin. Alors quand je racontais ça aux gens, ils disaient, tu rates à rêver, c'est pas possible. Et je vous assure qu'il y a... Et puis bon, je dis, ils ont peut-être raison. Peut-être que c'est vrai, peut-être que je rêve. Et la nuit suivante, quand le revenant est venu me voir, j'ai fait celui qui ne le voyait pas. J'ai fait comme s'il n'était pas là. Quand il m'a parlé, j'ai pas répondu. Je suis même passé à travers le corps.
Alors, quand il a vu que je lui passais à travers le corps, il a douté de sa réalité de revenant. Il n'est plus jamais revenu. Et alors, ce qui est grave, c'est que là-haut aussi, il n'aura jamais pu prouver qu'il venait sur Terre, parce que finalement, j'étais son seul témoin. Bon, vous voyez, il n'y a que l'imagination qui est un... Bon, il n'y a que par l'imagination qu'on peut s'évader de la réalité. C'était 10 et écrit sur la musique. Raymond DeVos au micro de Claude Maupemet. Les sources d'inspiration. Première diffusion sur France Culture, 31 octobre 1973. Prochain et dernier volet de la série, à propos de son spectacle Les Pupitres. D'ici là, vous pourrez réécouter cette émission et la précédente de la série sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Raymond DeVos et la musique. Dans sa vie personnelle, de nombreux apprentissages. Un instrument chassant parfois l'autre. La clarinette, la mandoline, la guitare, la harpe, le piano. Mais aussi la musique et les sources d'inspiration. Voici le troisième et dernier volet d'une série de 3, 10 et écrit sur la musique, Raymond DeVos, à propos de son spectacle Les Pupitres, émission de Claude Maupemet. La musique comme contrepoint du comique, les textes que Raymond DeVos écrivait, inhumains, disait-il, la musique que l'on ne discute pas, et cette question, pourquoi les clowns jouent-ils d'un instrument de musique ? Première diffusion sur France Culture, le 7 novembre 1973. Je voudrais que vous me racontiez l'aventure des Pupitres. Déjà, le titre annonce bien de quoi il s'agissait. Vous savez, le thème des pupitres est un thème très simple, parce que finalement, c'était quand même tout de même, c'était un thème, avec des variations, finalement. C'était l'histoire d'un chef d'orchestre qui ne pouvait plus se faire obéir de ses musiciens. Alors, le spectacle commençait comme ça, et les musiciens chahutaient, se moquaient du chef, et à un moment, le chef arrête tout, il dit « c'est plus possible, j'arrive plus à me faire obéir de vous, l'orchestre est dissous ». J'ai voulu tout de même traiter de celui qui prend la responsabilité d'un groupe, qui n'arrive pas à mener ce groupe. Alors, les musiciens, tout d'un coup, sont au chômage, enfin, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ont un mal de chien à surclasser dans la vie. Alors il y en a qui s'en sortent et puis d'autres qui s'en sortent pas du tout. Et puis finalement, ça a été l'espace d'un instant le rêve du chef qui s'est rendu compte des conséquences de sa décision. Et finalement, on retrouve tout l'orchestre, on retrouve tout le monde au point de départ et il reprend sa baguette et puis la musique repart. Voilà, c'est ça l'idée. Lentement, sortant des brumes du rêve, les contours et les formes se précisent. Le chef reprend conscience. L'orchestre est en place et la voix déformée redevient humaine. Il y a quelque chose qui ne va pas, papa ? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa ? Il y a quelque chose qui ne va pas, papa ? Non, c'est rien. Non. C'est un malaise. Alors, une fois que vous avez eu l'idée et que vous l'avez mise noir sur blanc, il a fallu la réaliser avec plusieurs comédiens qui jouaient tous d'un instrument, ou presque tous. Tous, oui, à part deux ou trois, bien sûr, oui. Oui. Ça, et alors là encore... Alors là, vous jouiez
De la clarinette. Rejouer de la clarinette. Mais moi, j'ai de la chance. Je touche du bois pour qu'elle ne s'en aille pas. Mais j'ai de la chance. Je me souviens qu'au début des pupitres, lorsque je commençais à élaborer l'histoire, j'ai fait une émission avec Doris. Et dans le studio, je lui fais part de mon intention de monter ce spectacle. Je lui dis, il faudrait parce que je lui disais, j'aimerais bien que tu en fasses partie. J'ai dit, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir quand même des gens qui jouent un peu de musique. Il m'a dit, mais je joue de la flûte. C'était aussi simple que ça. Alors, il y avait Léo Noël, qui jouait qui chantait, qui jouait du violon, oui. Et qui, évidemment, s'accompagnait à l'orgue de Barbarie, le merveilleux Léo. Oui. Et puis, il y avait Denise Benoît, qui est une excellente musicienne, qui était, la malheureuse, elle nous a quittés. Bon. Elle jouait merveilleusement, et puis du piano, enfin, elle jouait de tout. Michel Roux, à ma grande surprise. Oui. Vous savez que Michel Roux, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Mais, alors Michel Roux, je me souviens pour un gala de l'Union, je lui ai dit, ce qui serait bien, c'est que tu fasses du patin à roulette. Il m'a dit, mais oui. Dans les pupitres, je lui dis à un moment, il faudrait que tu accompagnes, tu sais pas jouer du... Si, il joue du piano. Il sait tout faire, et personne ne le sait. Il y avait une chorale aussi. Il y avait une chorale aussi, oui. La chorale des agents de police. Eh bien, dans la chorale, il y avait 4 ou 5 mandolines, puisqu'on parlait de la mandoline. Moi, je jouais de la mandoline, je n'avais pas de mérite, mais Denise Benoît a appris à jouer. Alors là, elle a appris à jouer de la mandoline. Elle jouait du violon, ça n'a pas été tellement difficile. Léon Noël jouait de la mandoline. Et il y avait un petit jongleur qui jouait de la mandoline aussi. Il savait jouer. C'était des gens de cirque. Et puis, j'avais les fils de Zavata avec moi. Et les fils de Zavata sont très musiciens. Alors, évidemment, la tradition du cirque est très proche de votre expression personnelle, souvent. Je crois que on en vient quand même à l'idée capitale. C'est quand même pourquoi les clowns jouent-ils de l'instrument de musique? Parce que bon, ça fait partie. Je crois qu'on a répondu à la question déjà. Ça fait partie du monde du rêve, une espèce d'enchantement. Voilà. Puis ça fait partie aussi d'autre chose. C'est sûrement que le contrepoint du comique, que la musique est le contrepoint du comique. Ça, je le crois, comme le rêve est le contrepoint du comique aussi. Et puis, le clown qui, pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, a fait le grotesque, a fait le bouffon, il éprouve le besoin, après, de dire, on va vous jouer un petit morceau de musique, de montrer qu'il sait charmer, il sait tout d'un coup provoquer. Il peut faire ça aussi. Alors, je crois que la musique, par rapport au comique, qui est une dégradation constante de valeur, la musique redonne une certaine valeur au phénomène comique. Dans le ci et là, c'est très proche. Ce que vous faites avec la clarinette et avec la c'est très clownesque. Oui. C'est ce qu'il y a de plus proche. Essentiellement clownesque. Oui. C'est évidemment déjà pour faire admettre qu'il y a une note qui manque à une clarinette et que c'est un si. Hein. Alors j'ai une trompe d'auto là qui est à ma ceinture et à chaque fois que je dois faire un si, je le fais là. Je le fais ici, c'est-à-dire ici c'est la clarinette, je le fais là, qui est la trompe d'auto. Alors, ça tourne autour de ça. Oui, c'est ça. Alors je fais ça. Ça c'est si. Seulement au lieu de le faire ici, je le fais là, c'est tout. Et personne ne s'aperçoit de rien. Les Français sont drôlement des merdards. Chorus. Moi j'adore ça. Il y a des dérisions qui sont en faveur de l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de dérision. Moi, je n'aime pas me moquer des gens.
Mais j'aime me moquer de la faiblesse de l'homme. Hein, tout ça revient à dire à quoi? C'est que on est une intelligence, on est une âme, et puis on est un corps. C'est aussi bête que ça. Finalement, c'est enfantin, tout ça, c'est enfantin. Et que de temps en temps, le corps se rappelle à notre bon souvenir. Alors, à des moments où il faudrait pas. Alors, on est trahi par ça. Au moment où on échange de très belles idées, j'ai souvent illustré ce que je dis là par, vous savez, le président de la République qui doit faire un discours capital pour la nation et qui a mal aux dents, c'est embêtant. C'est embêtant pour lui, c'est embêtant aussi pour la nation. C'est ça, le comique, c'est pas autre chose. Mais à part les instruments de musique que vous pratiquez vous-même, comme la clarinette ou la guitare, ou même la harpe, il y en a que vous faites volontiers intervenir, comme le vibraphone par exemple. Le vibraphone, moi j'en emmène toujours avec moi d'ailleurs, parce que pour ponctuer les choses, c'est vraiment le choc et la résonance, dans toute sa force. Et pour des choses un peu inquiétantes, pour sentir des présences. Pour l'au-delà. Pour l'au-delà, par exemple, la présence de l'au-delà. Vous voyez qu'il faut, il faut tout de même la manifester bruyamment. Cette présence, sans ça, on la ressent pas. Bon. Et en plus, vous savez, c'est assez extraordinaire parce que il y a des lois qu'on retrouve partout. Les lois du choc et de la résonance, ça se retrouve dans le mime. Par exemple, les gens qui ont fait du mime, qui ont travaillé l'expression corporelle, connaissent très bien ça. C'est le choc, et puis toute la conséquence du choc, toutes les résonances que ça peut avoir dans l'organisme. La musique, c'est la même chose. Un texte, vous savez, quand il est bien fait, c'est ça. Un dialogue, les demandes et les réponses, c'est les fortes et les faibles. C'est le choc de la question et la résonance du choc est dans la réponse. C'est la conséquence. Il y a des grandes lois comme ça qu'il est quand même assez intéressant de, je ne dis pas de connaître, mais parce que connaître, enfin, en tout cas, pas étudier. Il faut pas les étudier, mais il faut les savoir. Il faut savoir que c'est comme ça. C'est important. Ça fait partie d'une grande articulation comme ça du monde. Sans doute, parce que dans l'atome, il doit y avoir quelque chose de même. On doit retrouver les mêmes petites choses. Hein. L'atome, c'est assez fabuleux. On va loin, mais on est infiniment petit. Mais c'est assez fabuleux. Les électrons qui tournent autour du... À propos d'électrons, alors pour la résonance et pour les effets d'au-delà, dans la musique électronique, vous avez des trésors maintenant. Oui. Vraiment. Vous allez vous en servir un jour ou l'autre. Écoutez. Si, il y a des espèces d'échos qui se propagent, qui sont... Oui, même pour possible. La voix, c'est très, possible, très sûrement, intéressant. Sûrement. Il faudra que vous alliez au centre Beaubourg de Boulez et puis vous montrera ça. Sûrement, mais attention. Il faut que ça reste humain. Il faut faire très attention. Il ne faut pas dessécher. Moi, j'écris des textes qui sont inhumains. J'écris des textes qui sont vides. Il ne faut pas que j'en écrive trop. Mais des gens qui bavardent. Oui. Qui donc a dit... Vous savez, comme vous ne savez plus qui l'a dit, si, je sais ce qu'il a dit, mais je ne sais plus qui l'a dit. Ben, enfin, ça fait rien, ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit tout ce qui est dit est dit. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Ben, justement, je cherche. Ben, vous voyez, des espèces de, ça tourne à vide autour d'une question. Moi, j'écris des choses comme ça. J'aime bien parce que ça ressemble à beaucoup de choses que j'ai entendues. J'aime bien des gens qui se rencontrent et puis il y en a un qui dit à l'autre. Vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne parce qu'il y a une... Ben, je vous en prie si c'est... Eh bien voilà, je cherche... Il y a une chose que je n'ai pas comprise
Alors tu dis, ben, ça tombe très mal, parce que s'il y a une chose qu'il faut pas comprendre, justement, ah non, c'est pas ça, l'idée. Il y a une chose que j'ai pas compris. Alors ne cherchez pas, parce que s'il y a une chose qu'il faut pas chercher, c'est à comprendre. C'est comme ça. C'est fini, c'est deux phrases qui se heurtent, et c'est la négation. C'est vite terminé. Ça doit être ce qui doit se passer entre la matière et l'antimatière. Ça doit se neutraliser, il n'y a plus rien. Lorsque ça se rencontre, il n'y a plus rien, c'est fini, ça a disparu. Qu'est-ce que vous pensez des... On dit pas mal de choses, hein, quand même. Qu'est-ce que vous pensez des... On dit même n'importe quoi, ce qui est assez intéressant, finalement. Ce qui est intéressant à dire, c'est n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, ça surprend toujours les gens. Tandis que si vous dites des choses que tout le monde a lues, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que vous avez pensé des comparaisons de Vos Kafka? Vous avez été flatté? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez pensé que c'était... Ionesco. Oui, Ionesco. Ben oui, mais je crois que... Vous avez pensé que c'était juste? Ça me flatte, parce que... Oui, juste, je dans tout ce qui est l'absurdité. Oui, parce que je crois qu'on est dans la même tonalité. Voilà, on ne dit pas les choses tout à fait de la même façon. J'allais dire Dieu merci pour évidemment, Kafka. Non, mais il faut que tout le monde ait son style. Mais bien sûr, bien sûr. Mais il me semble que si nous avons quelque chose en commun, un certain mérite, c'est de rendre une espèce de, puisqu'on parle de son, on rend un son qui est celui qu'on entend quotidiennement. Je crois que c'est ça. Si nous avons un certain mérite, c'est celui-là. Excusez-moi, j'ai toujours un cigare à la bouche et j'arrive à en bafouiller. Mais moi, je crois que... Alors, évidemment, moi, lorsque j'ai entendu Ionesco, c'est la même famille. Hein. C'est mon papa, quoi. Quels sont vos goûts dans la musique qui n'est pas en situation? Vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je ne discute pas la musique. Je ne discute pas les grands compositeurs. C'est une question de goût, et je préfère peut-être ceci à cela, mais encore, bon, c'est... Mais Beethoven, Mozart, Bach... J'aurais un petit peu une tendance à préférer Bach, hein, parce que c'est une perfection dans l'organisation. Bon. Mais, Mozart, c'est quelque chose. Chopin, c'est quelque chose. Mais Tchaïkovski aussi, c'est quelque chose. Les forains, Sauguet, moi je trouve ça délicieux. Mais délicieux, je peux passer des heures à écouter sa musique. Et à remettre le disque, et... ça déclenche... Indépendamment du sujet. Oui, ça déclenche un tas d'images. Oui. C'est un bonheur extraordinaire. C'est un pouvoir de suggestion extraordinaire. Moi, je pense que c'est ça, l'art. C'est suggérer des choses. Les choses trop définies, c'est plus rien du tout. Ça, c'est un compte-rendu. Il faut respecter les gens. Si on respecte les gens, il faut respecter leurs images. Si vous voulez respecter leurs images, il faut les provoquer, ne pas les faire. Il ne faut pas les dessiner pour eux. Il faut les provoquer. Il faut les déclencher. Oui, et eux, ils font le reste. Oui. Et la musique, c'est là le pouvoir étonnant de la musique, c'est surtout ça.